Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Permettez-moi un peu. Alors, nous allons évidemment essayer, comme toujours, on essaie de décortiquer ensemble l'actualité du jour, l'actualité de ce jeudi, depuis cette situation rocambolesque au Sénégal. Nous sommes, bien entendu, décidés à accompagner le peuple sénégalais dans cette lutte héroïque et dire non à la forfaiture, non à la manipulation, non à une dictature qui ne dit pas son nom. Nous avons pris la décision d'accompagner tous les peuples libres d'Afrique afin que l'Afrique connaisse enfin et finalement la vérité sur un certain nombre de pratiques du monde occidental, un monde perverti, un monde qui veut faire de l'Afrique son dépotoir et utiliser tous les moyens pour empêcher ce beau continent-là, avec une subtilité satanique et démoniaque, nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Alors, je vais vous permettre de partager au maximum. Et en même temps, pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook Cheikh Oumar Keïta et YouTube Keïta Cheikh Oumar. Pour ne rien rater, vous actionnez la cloche de notification. Accompagnez-nous avec beaucoup de pouces bleus et beaucoup de cœurs, afin que nous puissions, comme on dit souvent, sécuriser d'une certaine manière cette intervention du jour. On serait tenté de dire que enfin la CEDEAO s'est réveillée. Attention, est-ce que la CEDEAO s'est réellement réveillée? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est réellement la CEDEAO qui s'est réveillée? Posons-nous cette question. Ou tout simplement c'est une ruse, une malice, une énième tentative pour nous faire croire que la CEDEAO, enfin, veut défendre les intérêts des peuples noirs, sinon, veut défendre les intérêts des peuples et garantir une intégration communautaire. Est-ce que nous devons croire à cette CEDEAO-là? En ce qui nous concerne au sein du Liptako Gourma, l'AES, nous ne croyons plus à cette CEDEAO. Alors, vous voyez que elle a voulu jouer encore avec nous. C'est là que nous nous faisons beaucoup attention. L'art de la duplicité, l'art de la division pour mieux régner. Elle a cru que... Parce que regardez bien ce qui se passe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous permets de partager, de vous asseoir, n'est-ce pas, et de préparer votre thé, parce que nous allons commencer. Regardez un peu la CEDEAO, regardez ce qu'elle fait. Elle dit, le Mali, c'est pas notre problème, le Niger, c'est pas notre problème, mais le Burkina, on refuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont au Burkina? Il y a un problème sur eux, dont le Burkina, on veut pas. Burkina, vous seulement, le Mali peut dire immédiat, le Niger peut dire immédiat, parce que eux, là, on les a sanctionnés. Mais toi, Burkina, on t'a pas sanctionné, on t'a rien fait. Pourquoi tu veux partir? Non, on n'est pas d'accord. On veut pas. Non, toi seulement si tu es parti là, c'est 1 an. Parce qu'on n'a violé aucun test avec toi. Mais vous savez, la CEDEAO, ils n'ont pas encore compris ces petits politiciens, ces petits bureaucrates ratés. Ils n'ont pas encore compris. Dites-leur qu'il y a quelqu'un
en matière de communication numérique au sein de l'AES, qui s'appelle Cheikh Oumar Keïta, qui a la faculté, la simplicité, la normalité, le normalisme à décrypter, à analyser, à trier et montrer ce qui est faux et ce qui est vrai. Envoyez ce message à la CEDEAO, comme ça désormais, avant de prendre une décision, ils vont se dire, attention, il y a un monsieur qu'on appelle Cheikh Oumar Keïta, si on ne réfléchit pas bien, il va nous frapper. Ce gars-là, il est trop dangereux. Alors, la CEDEAO reconnaît, en choisissant le Burkina et en laissant le Mali et le Niger, la CEDEAO reconnaît indirectement qu'elle a violé ses propres tests avec nous. Et qu'elle dit que Burkina, comme on t'a rien fait, tu ne peux pas partir. Donc, la CEDEAO nous donne raison en choisissant le Burkina et en ignorant le Mali et le Niger. Allah. Dites à la CEDEAO que j'ai compris. Que je suis là pour décrypter, analyser et faire sortir leur malice. Donc la CEDEAO reconnaît directement qu'elle a appliqué des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, criminelles, sans foi ni loi. Elle reconnaît qu'elle a offensé le Mali et le Niger, puisqu'elle était sur le point d'intervenir militairement au Niger. Alors, elle dit Burkina, on t'a rien fait, pourquoi tu veux partir? Il faut rester avec nous. Vous connaissez la réponse du Burkina? On va donner cette première réponse d'abord et puis ensuite, on va aller du côté du Sénégal, du côté de la Tiringa, pour aller écouter. On va aller écouter, hein? Ne soyez pas pressés. Je vais vous, voilà. Départ immédiat de la CEDEAO confirmé, Ouagadougou refuse le dictat de l'organisation. Le Burkina Faso a réaffirmé sa décision de quitter la CEDEAO sans délai, rejetant le délai d'1 an imposé par l'organisation. Pourtant, le Mali n'a pas été saisi, le Niger n'a pas été saisi, parce que nous avons, dont la CEDEAO reconnaît que nous avons une raison légitime. Alors, on va commencer par là. Je voudrais alors que ces petits politiciens ignorants, ces nouveaux petits politiciens égarés, ces politiciens qui ont dit que la décision du Mali était précipitée et irréfléchie, dont la CEDEAO reconnaît indirectement et directement qu'elle a offensé le Mali et le peuple malien. La CEDEAO reconnaît enfin qu'elle a mal agi contre nous à travers ces sanctions. Oh! Je n'ai pas oublié, attendez, je vais vous ramener d'abord avant de lire ça. On va retrouver mon ami. Hein? On va retrouver mon ami. On va le retrouver rapidement. On va écouter. Il a fait quelque chose d'extraordinaire que j'ai pu... voilà. Non. C'est pas toi que je veux. Attendez, mais partagez, faites monter le mercure. Voilà, toi, on t'arrête ici. Et puis, on prend là. Permettez-moi de vérifier d'abord. Allez, allons-y. On va écouter. Partagez, je vous en prie. De retour à Abidjan, Alassane Ouattara menace les États du Sahel. À peine a-t-il atterri à Abidjan qu'Alassane Ouattara, tremblant de colère, a réuni son cercle restreint à sa résidence. L'ordre du jour était évident, la crise au sein de la CEDEAO, après l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de celle-ci. La décision de retrait, quoique je sois un partisan de la CEDEAO en termes d'intégration économique, intégration sociale des populations, je dis que
les raisons du retrait des pays de l'AES sont plus que fondées. Je vais expliquer pourquoi. Vous savez, les mesures prises par la CEDEAO à l'encontre des pays de l'AES, du Mali d'abord, puis le Niger, n'existent pas dans l'arsenal juridique de la CEDEAO. Quand bien même elles existeraient, je pense qu'une institution qui a pour vocation d'aboutir à une situation idéale de paix, de sécurité et de développement socio-économique, elle devrait engager des actions allant dans ce sens-là. Et vous l'avez évoqué, la non-assistance à la lutte contre le terrorisme est partant en ce qui concerne le rapport entre la CEDEAO et les pays concernés. Ces pays-là ont lutté pour le Mali 10-11 ans contre le terrorisme, avec beaucoup de pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants, sans qu'on les voit venir la CEDEAO en assistance, alors que ces textes le prévoient bien. Il y a des textes qui prévoient qu'un pays qui a des difficultés doit recevoir l'aide de cette organisation. Ensuite, et ce n'est pas seulement dans le cas de la CEDEAO. Donc, dans les textes de l'organisation criminelle manipulée par la France, il est clair et il est dit de façon intelligible. Tout État en difficulté, l'organisation a le devoir et l'obligation d'assister un État en situation difficile. Pendant plus de 10 ans, on n'a reçu aucune assistance de la part de la CEDEAO. Au contraire, dès qu'on a pris la décision de nous assumer, mais entre-temps, notre devoir envers la CEDEAO, notre contribution financière a toujours été payée. On a toujours payé notre cotisation. Mais on n'a jamais reçu un centime de soutien de la part de la CEDEAO, qui tirait alors sur les ficelles. La CEDEAO n'a même pas été capable de s'impliquer dans la résolution de la crise, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé à leur, enfin, avec ce nom, accord de paix d'Alger. La CEDEAO. Comment le Mali est en difficulté et c'est l'Algérie qui reçoit les négociations. La CEDEAO a tourné le dos. La CEDEAO a laissé le Mali entre les mains des terroristes et des séparatistes. Tous des criminels. La CEDEAO n'a rien fait. Paix à son âme. Ibrahim Baka Keïta, qui peut-être aurait dû exiger et taper du poing sur la table, il est resté silencieux. Tout pour pour la simple et bonne raison que le vieux était dépassé par les événements. Et son fils Karim, aussi inconscient soit-il, qui devait tirer les leçons, et c'est celui-là qui a tiré son père à la chute, avec ses amis qui croyaient que le Mali, c'est un éléphant, celui qui a le couteau le plus tranchant, il vient, il coupe une grosse partie et puis il est parti. Le Mali n'a jamais été considéré comme un pays pour eux, mais plutôt comme une source de revenus. Karim Keïta et ses amis. La CEDEAO ne nous a pas donné un centime, alors qu'elle avait l'obligation de le faire. Cependant, le Mali payait régulièrement sa cotisation. La CEDEAO n'a pas un centime de crédit sur le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Pendant qu'on payait nos cotisations, pendant qu'on payait aussi nos cotisations au sein de l'Union africaine, pendant qu'on payait aussi nos cotisations au niveau des Nations Unies, mais le Mali faisait tout ça pendant la crise. Et qu'est-ce que ce pays criminel, assassin, voyou, irresponsable, cette vieille femme à la ménopause de la France, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tisse les ficelles pour avoir les avantages d'une soi-disant accord de paix. C'est quel accord? Merci Fofana. C'est quel accord? Quel accord de paix? Il y a un bâtard qui est là, qui sort la tête de mort. C'est tête de ton papa, de ta maman, de toute ta génération que tu sors. Maudit que tu sois. Mal né que tu sois.
idiot que tu sois, tu ne pourras jamais perturber mon direct parce que tu es mauvais, parce que tu es maudit, et un maudit ne pourra jamais avoir raison sur moi. Tu es un raté, sinon tu serais en train de faire ton propre direct pour contredire Keïta. Tu viens me regarder, malgré mon âge, je fais plus beau que toi, je suis plus élégant que toi, et j'aime pas le dire souvent. Je peux même pas te prendre pour laver ma voiture parce que tu mérites même pas. Tu es un tas de merde. Donc tu peux encore sortir les têtes de moi sur ton papa et ta maman, c'est les têtes de moi que tu sors. Moi je continue ma route. Alors donc, le Mali qui avait des difficultés, on n'a pas vu cette organisation. On ne l'a pas vu. Pendant que nous payions nos droits pour être assistés, on n'a jamais été assistés. C'est la CEDEAO. Et c'est cette CEDEAO, sous l'emprise de la France, le dictat de la France, s'empresse à nous sanctionner avec des sanctions qui n'existent nulle part dans les tests. Vous arrivez chez moi à la maison tels que les maudits qui sortent les têtes de mort, qui sont si lâches, et puis vous voulez imposer votre loi chez moi. Vous avez vu ça où? C'est la même chose. La France quitte chez elle et pèle bien chez nous. Elle utilise la CEDEAO pour se venger. Pour se venger. Pour se venger de quoi? Le Mali a tout donné à la France sans rien recevoir en retour. Parce que cette affaire d'intervention militaire française là, faites beaucoup attention. Quand ce salaud de président raté, mal né, pervers, égaré, pédé, Macron, quand il parle, faites beaucoup attention. On a 50 soldats qui sont morts. Ils sont morts pour toi, ils ne sont pas morts pour nous. Regardez bien. Il dit, sans l'intervention de la France, le Mali serait un califat. C'est faux. La vérité commence à sortir. Depuis qu'on a pris Kidal, on avait, vous savez, nos soldats étaient tenus par le devoir de réserve. On dit la grande muette. La grande muette, je répète une troisième fois, la grande muette, c'est l'armée. L'armée, c'est la grande muette. Vous ne parlez pas, vous subissez. C'est après la prise de Kidal que des démarches ont été faites auprès des autorités compétentes pour permettre aux soldats qui ont pris part à la guerre à Kidal de pouvoir donner leur version des faits. Parce qu'on a trop écouté la version française. Mais on n'a pas écouté la version du Mali. C'est maintenant qu'on commence à nous donner une bonne version, la véritable version. Des soldats qui ont pris part au combat. C'est eux, à visage découvert, qui sont en train de parler aujourd'hui de ce qui s'est passé. La France n'a pas empêché le Mali d'être un califat, mais la France a empêché les soldats maliens d'être déployés sur l'ensemble du territoire. Évidemment, quand ils venaient, ils avaient des hélicos, ils avaient des drones, ils avaient des avions de chasse, des avions de combat, des avions de transport de troupes. Nous n'avions rien. On n'avait rien. Mais malgré ça, c'est le courage de nos braves femmes. Après avoir fini avec Anefis, ils prennent la direction de Kidal. On dit, vous ne bougez pas, vous ne sortez pas d'Anefis. Je vous ai fait écouter le témoignage de je vous ai fait 2 soldats, je crois, 2 ou 3 soldats, je vous ai fait écouter leur témoignage. L'arrivée de Moussa Mara à Kidal, ce qui s'est passé encore, je vous ai fait écouter une partie du témoignage. La France nous a empêchés. Merci depuis Strasbourg. La France nous a empêchés. La France a empêché à nos soldats d'aller à Kidal. La France s'est interposée. Et quand ils ont dit non, c'est un territoire malien, vous n'avez pas le droit. Je me rappelle, j'écoutais ce jeune homme-là, il y a 3 ou 4 jours. Il dit, il y a un officier supérieur de l'armée française qui s'est approché de lui pour lui dire, je ne comprends pas, pourquoi tu te bats avec les Noirs? Le monsieur dit, il a regardé l'officier militaire français qui dit, pourquoi tu te bats du côté des Noirs? Un officier français. Allez-y comprendre quelque chose.
Je ne sais pas si je pourrais retrouver son témoignage. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi tu te bats avec les Noirs? Le monsieur dit, si tu enlèves le noir à moi, il ne restera rien. Je ne sais même pas celui que tu appelles noir, je ne sais pas celui que tu appelles autre chose. Moi, je suis malien, c'est tout ce que je connais. Donc, ne soyons pas surpris que la France soit remontée, parce que les informations commencent à sortir. Les témoignages commencent à sortir. La vérité commence à faire son chemin. Dépose ça et puis tu t'en vas, je suis en train de travailler. Non, je peux rien, va voir ta maman. Comment vous pouvez comprendre ça? Et avec ça, ce président minable, ridicule et idiot appelé Macron, il a la grande gueule puante et puis il dit sans nous, sans vous, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'aujourd'hui, au regard de la vérité, je ne sais pas ce que vous avez fait. Au regard des témoignages que nous entendons de la part de nos soldats vivants et encore actifs au sein des FAMA, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Malgré les moyens limités de nos soldats, ils ont été bloqués à Néfis, mais ils ont pris la route. Quand ils ont pris la route, vous avez écouté les témoignages. J'ai fait 2 ou 3 directs là-dessus. La France a décollé ses avions, commencé à survoler la position de nos militaires, pour leur dire, si vous allez, on vous abat. Vous voyez dans quelle merde on était avec cette France de merde. Notre pays, notre espace aérien, il l'utilise pour menacer nos soldats. Est-ce que la CEDEAO a bronché? Non. Est-ce que la CEDEAO a fait quelque chose? Non. C'est là, quand je vois les gens qui veulent s'attaquer à Assimi Goïta, je dis que Dieu abatte la colère de sa foudre sur vous. Parce que vous êtes des ingrats, des idiots, des égarés et des pervers. Vous n'avez même pas une idée du trou dans lequel le Mali se trouvait. Et que Assimi Goïta est en train de faire sortir le Mali de ce trou. Vous n'avez même pas une idée. Donc avec vos gueules de merde là, vous les politiciens ratés, vous êtes dans la politique rien que pour avoir l'argent. Vous n'êtes pas dans la politique parce que vous aimez votre pays. Vous êtes dans la politique parce que vous vous dites, vous allez recevoir un financement de l'État. C'est tout. Mais cette époque-là est terminée parce que cela a été révoqué. Cela a été retiré de la Constitution à la demande des Maliens. Le Mali ne finance plus un parti politique. Donc 5 francs, vous n'allez plus recevoir du contribuable malien. Si vous créez votre parti politique, trouvez un moyen pour vous financer vous-même. Alors c'est vous là, parce que vous êtes fâché contre Assimi Goïta, parce qu'on dit qu'on ne vous paye plus. L'argent de l'État ne sera plus versé au parti politique. Vous êtes fâché, pourquoi on est sorti de la CEDEAO, il veut pas, il n'organisera pas une élection. On n'est pas prêt pour aller dans une élection. Je l'ai toujours dit, vous croyez qu'on s'amusait. Je vous ai dit, vous pouvez me détester, j'ai la grande gueule, ça vous pouvez le dire, d'accord. Mais soyez certain que ma grande gueule ne dise pas la vérité. Si ma grande gueule dit la vérité, vous n'avez pas autre choix que d'accepter ce que cette grande gueule dit, parce que c'est la vérité. D'ailleurs, même on va créer une émission et puis on va dire la grande gueule. Au moins, ça va bien. C'est pas ça, les gars. Désormais, on va appeler notre émission la grande gueule. On vient et puis on dièse et puis on s'en va. Vous avez fait quoi? Donc, pendant que la France empêchait votre armée, vos frères, vos sœurs, de faire leur travail dans leur propre pays, et que nous on arrive, on dit ça on veut plus, vous avez trouvé le moyen de dire que Assimi ne fait rien. Maudit à chacun de vous. Si ce n'était pas Assimi Goïta, la France allait dépêcher le Mali et faire du Mali sa volonté, comme elle a fait avec la CEDEAO. Béni soit le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute la gloire lui revienne d'avoir donné au Mali, au Liptako Gourma,
des présidents dignes en la qualité d'Assimi Goïta, du général Tiani et de leur jeune frère Ibrahim. On peut faire ça. Comment on peut haïr et détester son pays jusqu'à ce point? Vous soutenez la CEDEAO, pourquoi? Parce que moi, je serais bien d'accord. Venez avoir ce débat-là avec nous. Démontrez-nous que nous sommes en erreur. Prouvez devant le monde entier que nous sommes en erreur. On est prêt à vous écouter. On est prêt à avoir ce débat-là avec vous. Si vous croyez être dans la vérité, on vous attend. Venez nous démontrer que la CEDEAO a raison. Mais soyez certains que vous avez toute la vérité. Parce que si on vous bat dans ce débat-là, vous ne serez plus rien dans ce pays. Parce que ce n'est pas seulement une défaite d'un débat, mais ce sera la défaite de votre vie. Parce qu'on va transformer cette défaite-là en une défaite qui va vous suivre toute votre vie. Donc soyez certains, avant de vous engager, que vous avez pris la mesure de la situation. On va écouter, hein. Voilà, on va continuer d'écouter. Et ce n'est pas seulement dans le cas de la CEDEAO. Les sanctions unilatérales sont des casus belli. Ça veut dire que, pour certains cas, on s'est retrouvé déjà en position de déclaration de guerre par les sanctions qui ont été adoptées, qui non seulement sont illégales, mais sont de nature à compromettre l'existence dans les pays concernés. Et je ne pense pas que ce soit la vocation première de la CEDEAO, et que de rechercher l'enlisement socio-économique dans les pays membres de la CEDEAO. Plus souvent, ce qui a été reproché, c'est que ces sanctions ont des conséquences sur les populations civiles qui ne sont pas des dirigeants. Et comme je l'ai dit, sur le plan international, vous voyez bien que les sanctions, par exemple, des pays occidentaux, États-Unis et Europe occidentale, contre la Russie ou contre d'autres, il y a eu des sanctions commerciales contre la Chine, etc., ne se prennent jamais dans le cadre des Nations Unies. Ce sont des sanctions unilatérales. C'est vrai que c'est chaque pays qui décide de prendre ces sanctions. Ils appliquent ces sanctions à leur niveau. Mais en réalité, ce sont des sanctions qui sont des déclarations de guerre, tout simplement. Parce que ça ne relève pas du droit international, ça ne relève pas des relations internationales. Et c'est quasiment la même situation qui était vécue entre la CEDEAO et les 3 pays membres de l'AES. Donc pour moi, il existait déjà des raisons pour que les pays de l'AES réagissent à l'attitude de la CEDEAO. Mais jusqu'à présent, comme je l'ai déjà dit, ces pays n'avaient pas fait cas donc, de cette situation-là. Et pensaient qu'à tout moment, la sagesse reviendrait et qu'on aurait ouvert le dialogue. Je termine en disant que, par exemple, la mesure de suspension, lorsqu'il intervient un coup d'État, c'est une mesure que je considère comme anachronique. Étant donné que ces pays, ils sont suspendus de participer aux instances de la CEDEAO, mais ils participent aux instances de l'Union africaine, ils participent aux instances des Nations Unies. Ils ont des relations avec les autres grands groupements dans le monde. Donc, on n'a pas vraiment, on ne voit pas quelle peut être la pertinence donc, de cette mesure de suspension, surtout que la CEDEAO ouvre toujours des missions de dialogue avec ces pays quand les coups d'État sont faits. Continue d'écouter. Hein. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie des incohérences donc, de l'architecture de la CEDEAO, qui demande à être revue, mais peut-être qu'à l'occasion de ces situations circonstancielles, la CEDEAO va faire pour eux. D'entrée de jeu, le vieux Grigou n'a pas caché sa colère. Il a clairement signifié à ses obligés du jour que la Côte d'Ivoire et la France étaient désormais en guerre contre l'AES. Voici ses propres termes. Mais ces militaires sont des idiots et des voyous. Ils ne savent pas dans quoi ils se sont fourrés. Ils ne savent pas qu'ils ont mis leurs doigts dans un engrenage qui va les broyer. Je vous le dis, c'est fini pour eux. J'ai eu un long entretien avec mon ami Macron et les choses sont claires pour nous. Jamais nous n'accepterons que des vauriens comme ça détruisent notre espace sous-régional. Nous savons que c'est la Russie qui est derrière.
nous avons convenu qu'il fallait mettre tous les moyens en œuvre pour renverser le plus rapidement possible ces voyous et installer des régimes que nous allons choisir et contrôler. Paris et Washington viennent de me désigner et me donner carte blanche pour toutes les opérations. Fin de citation. À ces mots, la petite assemblée applaudit. Heureuse. Donc Alassane Ouattara dit, selon l'enquêteur chevronné Chris Yapi, que les États-Unis et la France lui auraient donné carte blanche pour renverser les régimes, sinon pour renverser les pouvoirs souverainement établis par les peuples, non pas au moyen d'une démocratie mensongère, manipulée et corrompue, mais par la mobilisation exceptionnelle et souveraine pour leur donner quitus d'agir et de gouverner au nom des peuples. On a vu, lorsque nous avons décidé de quitter la CEDEAO, des manifestations spontanées dans les 3 pays. Et chaque fois que ces présidents demandent au peuple de sortir, point besoin de chercher les urnes pour dire il n'a pas été élu. Vous n'avez qu'à regarder la mobilisation exceptionnelle que le peuple fait pour dire que nous sommes là. Et ces hommes-là ne donnent pas un centime à quelqu'un pour sortir. Chacun le fait avec ses propres moyens. Donc, Alassane Ouattara, ce vieux idiot n'a rien compris encore. Je le répète, ce vieux idiot, une dernière fois, ce vieux idiot, et j'insiste, il n'a rien compris encore. Il n'a rien saisi. Il n'a rien compris, rien saisi. Mais vous savez, l'humiliation, ne soyez pas, l'humiliation, quand Dieu veut vous frapper, quand Dieu veut vous humilier, Dieu vous laisse voir que vous avez toutes les cartes en main. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la confusion. Vous croyez maîtriser tout. Vous croyez avoir le pouvoir en main d'agir selon votre convenance. Vous croyez que c'est vous qui détenez la réalité du pouvoir. Et vous pensez pouvoir agir selon votre volonté. Je sais que les petits pervers d'Alassane Ouattara m'écoutent. Je sais que sa petite nièce, qui est aujourd'hui son secrétaire général à présent, elle m'écoute et elle prend plaisir à m'écouter. Jeune fille, il faut m'écouter. Femme de Bruno Nabandé connaît, il faut m'écouter. Il faut dire à ton papa ou à ton oncle. Il n'a qu'à se respecter un peu. S'il rentre dans ce jeu, puisque toi, tu représentes les oreilles et les yeux d'Alassane Ouattara. Tout ce qu'il dit, toi, tout ce que tu lui dis, du moins, pour Alassane Ouattara, c'est argent comptant. Donc, il faut dire à ton papa, il n'a qu'à laisser les 3 pays. Il n'a qu'à se concentrer sur la Côte d'Ivoire. S'il veut, il n'a qu'à déterrer la Côte d'Ivoire pour aller mettre devant l'Élysée, s'il peut. S'il veut, il n'a qu'à déterrer la Côte d'Ivoire pour diviser en 2. Une partie à l'Élysée, une partie à Washington, devant la Maison Blanche. Ça, c'est son problème. Mais chez nous, ici, là, il faut dire à ton papa, je jure au nom de Dieu, il va perdre ici. Je jure sur tout ce qui m'est cher, en Afrique ici, là. Alors ça, ce sera son dernier combat. Le combat de l'humiliation. Le combat de la chute. Il peut tenter. C'est son droit. Qu'il tente s'il peut renverser. Qu'il tente s'il peut vraiment faire quelque chose. Qu'il tente. Nous sommes assis. Nous l'attendons. On n'a pas envie d'aller déjeuner à Abidjan, au palais. Parce que s'il nous pousse là, on va aller déjeuner en Côte d'Ivoire. S'il nous pousse là, on va aller prendre notre petit déjeuner au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Comprenez ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Les Américains, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On a vu leurs limites. Aujourd'hui, ils ont fait une frappe de drone en Irak, où selon eux, ils ont tué un responsable
du Hezbollah ou du Hamas, je ne sais pas trop, à Bagdad, aujourd'hui. Donc, il y a un drone qui peut rentrer dans l'espace aérien de l'Irak et puis tuer quelqu'un sur le sol irakien par les Américains. Ils ont fait la même chose en Syrie. Ils ont frappé encore en Syrie. Je ne sais pas qui ils cherchaient, mais nous n'allons pas leur donner cette possibilité chez nous. Et les Américains savent que leur drone ne peut plus entrer. C'est-à-dire que les Américains, ils se croient leur Dieu à leur niveau. Leurs avions, leurs drones peuvent entrer sur des territoires illégalement, aller tuer et puis ressortir sans conséquence. Quand ils se cachaient pour recueillir des informations dans le nord du Mali, on a abattu un de leurs drones. Depuis lors, les Américains, ils n'ont jamais parlé de ça. Ni officiellement, ni officieusement. Ils ont fait si comme l'incident ne s'est jamais produit. Le Mali avait déjà averti les États-Unis que vous êtes en train d'entrer chez nous. Arrêtez. Les Américains croyaient que c'était des bluffs, que c'était la Russie qui donnait des informations. Le Mali, et ça, le Mali n'a même pas fait une déclaration officielle. Hein. Non. Comme les frappes que le Mali fait aujourd'hui, filmées et puis... Non, le Mali n'a rien dit. Ça, c'était avant la prise de Kidal. Ça, c'était quand on était... ça, c'est quand on se préparait pour le départ de la MINUSMA. Mais les États-Unis croyaient qu'ils pouvaient. C'est quand on les a frappés que les Américains ont dit, attention, les Maliens ont des armes qui dépassent notre entraînement. Comment ils ont fait? Parce qu'on croyait qu'on était sous radar, on croyait qu'on était hors de portée, mais ils nous ont abattus. C'est les Américains qui ont dit ça. Ils ont dit ça à qui? Aux Français. Méfiez-vous avec, si les Maliens disent qu'ils ont des preuves contre vous, vous avez violé leur espace aérien, c'est qu'ils ont des preuves contre vous, parce qu'ils viennent abattre un de nos drones. C'est pourquoi les Américains, ils soutiennent la France pour empêcher que le Mali présente ses preuves. Les Américains, je répète ce que j'ai dit, les Américains soutiennent les Français et refusent la réunion extraordinaire que le Mali demande du Conseil de sécurité, les 15 membres, pour présenter ses preuves. L'Angleterre a dit à la France, n'accepte jamais. Nous, on fera tout ce qu'il faut pour bloquer au niveau des Nations Unies. Mais faites tout que ça ne sorte pas. Les Américains ont dit la même chose à la France. Si les Maliens ont vu nos drones, ils ont abattu, c'est qu'ils ont vu pour vous aussi. Voilà la réalité. C'est pourquoi je dis, Alassane Ouattara, comme c'est un vieux qui est idiot, je répète, c'est un vieux qui est idiot, il ne comprend pas grand-chose, il fait tout avec la colère. Assimi Goïta, c'est pas Soro Guillaume. Assimi Goïta, c'est pas Gbagbo Laurent. Je répète, Assimi Goïta, c'est pas Soro Guillaume. Assimi Goïta, c'est pas Gbagbo Laurent. Le capitaine Traoré, c'est pas Soro Guillaume. Le capitaine Traoré, c'est pas Gbagbo Laurent. Le général Tiani, paix à son âme, c'est pas Henri Konan Bédié. C'est pas Laurent Gbagbo. C'est pas Guillaume Soro. Tu as fait ce que tu voulais à la Côte d'Ivoire. Tu as arrêté des gens, tu les as mis en prison. Sans aucune preuve. Mais tu le fais au Mali. Tu viens au Mali. Tu provoques le Mali. Tout soldat ivoirien, tout mercenaire qui met le pied dans le Sahel, au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, ne sortira pas vivant. On n'a pas envie de parler. Et d'ailleurs, le président nous a dit, dans nos interventions, de ne pas tout dire. Je le dis, oui, le président l'a dit. Il nous a demandé de ne pas trop parler. Il y a un média malien, ce que Assimi Goïta a dit de ne pas faire, il y a un média malien, je ne sais pas si c'est MZ ou bien M quoi là. Et puis ils ont mis leur logo, il y a un locuteur sur la tête d'un homme, je crois que c'est MD ou bien MZ, je ne sais pas trop. Ils sont en train de provoquer Assimi Goïta. Assimi Goïta dit comment comprendre que des Maliens se permettent de faire l'apologie du terrorisme. Et ce média-là, il fait l'apologie du terrorisme. Je ne sais pas trop si c'est MD, MZ,
Il y a une tête avec un écouteur là. Je demande à la haute autorité de suivre ce média parce que ce média fait l'apologie du terrorisme au Mali. Je répète, je suis tombé sur une de leurs publications en fin de semaine. Non, je crois avant-hier, il y a 3 jours, je suis tombé sur une de leurs publications. Ils font l'apologie du terrorisme. Très souvent, il y a des jeunes gens qui veulent aider. Et à la recherche de visibilité, ils ne se rendent pas compte qu'ils commettent des actes graves. À la recherche de visibilité, ils se mettent à publier tout et du n'importe quoi. C'est dangereux. C'est pourquoi je dis, une fois de plus, je vais lancer l'appel au ministère de la Communication, de la jeunesse aussi. Les jeunes gens qui sont sur les réseaux, vous les laissez à leur guise. Souvent, ils ne connaissent pas trop la déontologie du métier. Donc souvent, ils font des choses que eux-mêmes, ils ne savent pas trop. Donc, il appartient au ministère de la Communication vraiment de regarder et de voir ceux qui se battent pour le Mali et qui commettent ces erreurs-là de communication, les recadrer, les amener à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui ont créé des chaînes, des trucs de publication, mais eux-mêmes, ils commettent des erreurs sans se rendre compte. Ils croient qu'ils informent, mais ils n'informent pas. Ils font l'apologie du terrorisme. Ils font l'apologie du terrorisme. Vous n'allez jamais me voir publier des posts des terroristes ou des séparatistes. Jamais. Si vous avez vu une seule fois que j'ai publié une publication des rebelles terroristes et des criminels terroristes, prenez ma publication et puis envoyez au niveau de la haute autorité et puis portez plainte contre moi. Si vous voyez, je ne le fais jamais. Jamais je ne l'ai fait et je ne le ferai jamais. Faisons beaucoup attention. C'est des choses qui peuvent vous créer des problèmes. À cause de ça, on peut fermer votre compte. Ils le font. Et c'est dangereux. Je l'ai dit. Assimi l'a dit. Avant Assimi, je me rappelle, il y a presque 1 an de cela, j'ai dit, faisons attention à ce que nous publions. Sans le savoir, nous faisons le travail de l'ennemi sans nous rendre compte. Assimi l'a dit il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ou 3 semaines de cela. Il a répété. Mais les gens continuent, malgré ce qu'Assimi a dit. Moi, sur les réseaux, je vois des gens qui continuent de publier les publications des terroristes et des rebelles criminels. On va nous parler de liberté de la presse. Maudia, celui qui me dit ça. Maudia. Liberté de la presse. Va dire aux parents des victimes, liberté de la presse. De quelle presse tu me parles? De quelle liberté tu me parles? Ta liberté ou notre souveraineté? La liberté de ta presse n'est pas au-dessus de notre souveraineté. Donc on va continuer. Alors vous avez entendu. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. On va maintenant se balancer. Le Mali a dit, le ministre Abdoulaye Diop l'a dit, le Burkina vient de le confirmer, le retrait immédiat. Et d'ailleurs, je vais vous permettre de bien comprendre cela. Il y a, je vais revenir ici, je vais vous lire ça, je vais vous répondre que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, membres de l'Alliance des États du Sahel, ont franchi un pas significatif dans la dégradation de leurs relations avec... C'est pas une dégradation, c'est la sortie. En retirant donc le Mali, le Burkina et le Sénégal, le Mali, le Burkina, j'ai dit le Sénégal et le Niger, je répète, le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de retirer de toutes les instances officielles de nos 3 États le drapeau de la CEDEAO. Donc le drapeau de la CEDEAO ne sera plus vu ni dans nos palais présidentiels, ni dans nos ministères, nos différents ministères, notamment le ministère des Affaires étrangères. On ne verra plus le drapeau de la CEDEAO dans quoi que ce soit au niveau de nos États. C'est terminé. Le retrait immédiat, c'est le retrait immédiat.
Alors le Burkina a fait aujourd'hui, a répondu à la CEDEAO. Le Burkina fustige notamment les sanctions économiques illégales et humaines imposées au Mali et à lui-même, ainsi que les gérances constantes de la CEDEAO dans les affaires intérieures de nos pays. Donc ce qui est clair, quand nous disons c'est un retrait immédiat, c'est un retrait immédiat. Un retrait immédiat, c'est immédiat. Le Mali n'est plus tenu par le délai d'1 an. Si nous avions de bonnes relations avec la CEDEAO, on serait tenu de respecter le délai d'1 an. Mais aujourd'hui, la CEDEAO nous a montré qu'elle a d'autres agendas qui ne correspondent pas aux aspirations des peuples légitimes qui ont décidé volontairement de faire partie de cette organisation. La CEDEAO a un autre agenda, c'est-à-dire faire ce que la France lui demande de faire. Donc, quand nous disons avec retrait immédiat, c'est un retrait dans l'immédiat. On n'a plus rien à dire à la CEDEAO. Il n'y aura plus de mission de la CEDEAO dans les États. Le Mali, qui avait pour Togo facilitateur des négociations avec la CEDEAO, le Mali a saisi officiellement le Togo pour lui dire « Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Nous avons apprécié les efforts que le Togo a fait. Nous remercions le président Faure Gnassingbé et le président Faure Gnassingbé a été officiellement saisi par les autorités maliennes pour dire que sa négociation entre le Mali et la CEDEAO n'est plus possible au regard des décisions que nous avons prises, c'est-à-dire le retrait immédiat de la CEDEAO. Donc nous sommes en train de fermer toutes les portes. Et ça, la France est en train de prendre la mesure du danger. Après la CEDEAO, que va-t-il se passer? Après la CEDEAO, évidemment, c'est l'UMOA, c'est-à-dire le franc CFA. Et la France sait que déjà, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde se proposent de nous aider dans la mise en place de cette société pour fabriquer notre monnaie. La monnaie, actuellement, ce n'est pas un secret, hein? Vous le savez tous. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, le Premier ministre du Burkina l'a dit, le Premier ministre du Mali l'a dit, le Premier ministre du Niger l'a dit. Nous sommes en train de regarder. Parce que sortir de la précipitation du franc CFA sans prendre en compte certains impératifs, on risque de se retrouver avec une situation similaire que le Mali a connue avant le franc malien. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas l'argent d'un pays, mais l'argent de 3 pays. Donc, les 3 pays, on n'a pas le temps d'aller dire à la France, il faut retourner notre or. On a suffisamment d'or encore pour financer notre monnaie. Et ce que nous voulons faire, c'est que notre monnaie sera plus forte que le franc CFA. En fait, s'ils arrivent à créer leur écho entre eux là-bas. C'est là, toi, Bachili, comment tu vas? Donc, nous sommes en train sur la phase de sécurisation de cette monnaie qui doit bientôt sortir. Quel est le nom? Je ne connais pas. Quel sera le taux d'échange? Je ne connais pas. Quelle sera sa valeur sur le marché? Je ne connais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que nos autorités sont en train de travailler durement pour nous donner une monnaie stable. Déjà, les BRICS ont saisi nos différents responsables pour dire qu'ils sont prêts à travailler avec nous par rapport à la nouvelle monnaie. Et il y a une possibilité d'intégration de l'AES par sa monnaie commune au sein des BRICS. Déjà, les BRICS, les pays des BRICS, à eux seuls, ils peuvent prendre en charge toute la consommation de notre production ici, en matière de ressources naturelles. Notre gaz, notre pétrole, la Chine et l'Inde, à eux seuls,
il peut consommer une grande partie. Alors, on va installer évidemment des usines de raffinerie, du pétrole et du gaz dans nos 3 pays. Le Niger déjà est leader dans ce domaine parce que nous allons étape par étape. Le Niger est déjà leader dedans. Donc, les raffineries, le Niger la production du Niger, on n'aura plus besoin d'aller chercher le pétrole ailleurs. Le pétrole nigérien qui sera raffiné en essence et en gasoil, nous on le prend. Le gaz, on le prend. Donc, il y a du pétrole qui a été découvert récemment au Burkina Faso. Il y a du pétrole qui a été découvert au Mali. Il y a le gaz qui est découvert au Mali. Donc, pour vous dire tout simplement que nos États sont en train de travailler sérieusement pour la mise en place de notre monnaie. Pas une monnaie lapidaire, pas une monnaie de n'importe quoi, mais une monnaie stable, une monnaie forte. Et c'est par rapport à ça que le criminel président ivoirien, il sort, nous avons notre espace communautaire. Donc, pour Alassane Ouattara, donne-moi une seconde. Donc, pour Alassane Ouattara, nos États doivent rester les vaches à lait de la France. Piller, voler, assoyer à volonté. C'est ce que Ouattara dit. Donc, ils veulent organiser des coups d'État dans nos États. Bon, on les attend. Si Ouattara est suffisamment idiot pour ne pas avoir en esprit ce qui s'est passé en Turquie, parce que vieillard qu'il est, Dieu dit, la nuit porte conseil. Dieu dit, ne prenez jamais des décisions sous l'effet de la colère. Et ce vieillard, au lieu de tirer les leçons du pourquoi nous sommes sortis de la CEDEAO, au lieu de se poser les questions du pourquoi de notre retrait de la CEDEAO, au lieu de se poser les questions légitimes, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait quelque chose de légitimement correct qui les a poussés à le faire. Alors, ce vieux inconscient, irresponsable, il refuse de reconnaître au Mali la légitimité et la souveraineté de ses décisions. C'est ce même vieillard sans foi ni loi, incorrompu, qui a dit à la Cour de justice de la CEDEAO, aux instances de la CEDEAO, qu'aucun pays, aucune organisation ne viendra faire de l'ingérence en Côte d'Ivoire. Quand il avait été attaqué en justice et qu'il a perdu le procès, il a dit ouvertement devant le monde entier que la Côte d'Ivoire ne permettrait pas qu'aucune décision de justice ne soit appliquée. En tout cas, tant qu'il est président, ce serait de l'ingérence. Alors nous, on prend une décision légitime et lui, maintenant, il veut faire de l'ingérence. Ah Allah, ah. C'est pourquoi moi j'aime mon Dieu. Quand tu parles comme ça, là, Dieu met dans ta tête seulement, il met dedans seulement. C'est lui, Ouattara, qui a dit. Alors aujourd'hui, nous, on décide de sortir. C'est le même Ouattara qui, depuis l'hôtel du Golfe, a demandé à l'OTAN de tuer Gbagbo le Dieu merci, il n'a pas été tué. C'est le même Ouattara qui a ordonné l'assassinat de, comment on appelle, Ibrahim Koulibaly, le général des commandos invisibles. C'est le même, les 3000 morts, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le coupable n'a pas été connu en Côte d'Ivoire, on ne sait pas qui est coupable. La CEDEAO ne s'est jamais auto-saisie de ce document. Vous dites, ok, d'accord, on a cru que c'était Laurent Gbagbo, puisque ce n'est pas Laurent Gbagbo. Vous étiez deux à faire palabre. On dit, ce n'est pas l'autre. Mais et l'autre? Pourquoi on ne cherche pas à savoir les implications de Ouattara dans ce truc-là? La CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO aurait pu s'auto-saisir de cette situation. Mais jamais. Alors, lui, Ouattara, il s'assoit avec Macron, il dit, les Américains m'ont donné 4 places. Et lui, criminel, il a travaillé avec Nicolas Sarkozy, ce idiot de président ivoirien. Il a travaillé avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est parti. Il a travaillé avec François Hollande.
François Hollande est parti. Il est en train de travailler avec Macron qui va partir et lui il veut rester. Il n'a même pas honte. Ça fait honte. Il a travaillé avec Barack Obama. Barack Obama est parti. Il a travaillé avec Donald Trump. Donald Trump est parti. Il est en train de travailler avec Biden. Biden va partir. Il n'a même pas honte, il est encore au pouvoir. Ce criminel de président. Et c'est lui qui veut imposer sa volonté. S'il avait ne serait-ce qu'un peu de dignité morale, un peu de dignité morale, il aurait pu se dire, attention, il y a 3 présidents américains avec qui j'ai travaillé. Il y a 3 présidents français avec qui j'ai travaillé. Mais qu'est-ce que je fais encore au pouvoir? S'il avait un peu de dignité, il se serait posé cette question. C'est parce qu'il n'a aucune dignité qu'il ne peut pas se poser cette question. Parce que c'est, on appelle ces genres de questions, des questions rhétoriques. C'est-à-dire, vous posez la question, mais vous-même, vous connaissez la réponse. Il aurait pu se poser cette question. Au lieu de cela, c'est lui qui dit qu'il va nous attaquer. On l'attend de pied ferme. Si les garçons, il n'a qu'à lancer les hostilités, on l'attend. Et on lance un appel aux soldats, aux officiers supérieurs, aux sous-officiers, ou encore aux hommes politiques. Si vous voulez rentrer dans ce jeu, wallahi billahi tallahi, vous allez le regretter. Si vous voulez rentrer dans ce jeu, le jeu de la déstabilisation, on va faire ce qu'ils ont fait en Turquie. On vous arrête. Et puis on vous livre. On va vous juger publiquement et puis on va vous exécuter publiquement. Si vous voulez trahir la patrie, si vous voulez rentrer dans le jeu de Ouattara, de la France, des Américains, on va ressusciter le procès de Sékou Touré. On va demander à Erdogan de nous aider. Erdogan est prêt à nous aider. On va lui demander de nous aider. Le peuple vous met la main dessus. On fait le jugement public et puis condamnation publique, exécution publique. C'est tout. C'est pas compliqué. Vous allez trahir votre pays pour la France. C'est pourquoi je vais dire à ces officiers supérieurs de l'armée, à ces hommes politiques-là, peut-être que vous ne croyez pas en Dieu, c'est votre problème. Mais il y a des prières qui ont été faites et il y a des malédictions qui ont été lancées. Vous pouvez tester ça aussi, hein. C'est-à-dire commencer à contacter commencer à parler. On est là, on vous regarde, on vous attend. On vous attend. Vous pouvez le faire, on vous attend. Donc, la CEDEAO, au regard des décisions du Mali et du Burkina, la CEDEAO a retourné sa veste au Sénégal. Oh, Koutoubou. Ah, Koutoubou. J'ai dit la CEDEAO a retourné sa veste au Sénégal. Je vais vous lire ça. Mais avant, on va marquer une petite pause. Julisira bela jilen fura me boli a bela jilen mɔgɔ bɛ filɛ i nɛrɛ dumuni man kan i nɛrɛ kuma i ti fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ o ti dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Min ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu balɔntan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la.
Alors ça, c'est notre produit phare. C'est vrai que nous faisons la politique. Par moments, nous interpellons chacun de nous, chacun de vous, à prendre conscience que le corps humain a besoin d'entretien. Le corps humain a besoin de suivi. Certainement que vous êtes allé à l'hôpital, on vous a dit que vous êtes malade par rapport à ceci et vous suivez les traitements aussi bien traditionnels, aussi bien la médecine moderne ou occidentale, et vous avez toujours des soucis, ou du moins vous souhaitez ne pas, comment on appelle ça, faire d'intervention et vous voulez une guérison. Nous ne sommes pas des charlatans, nous ne sommes pas des marabouts, on ne fait pas du charlatanisme ou du maraboutage. C'est du concret et c'est du scientifique. Ce sont des plantes naturelles que nous utilisons. C'est un cocktail de plantes par rapport à des traitements spécifiques. Je dis bien des traitements spécifiques. Que ce soit la drépanocytose, que ce soit le cancer, que ce soit le VIH-Sida, les trompes bouchées, ou vous êtes, comment on appelle ça, vous avez des infections neuromusculaires, ou encore des infections rénales, pulmonaires ou cardiaques. Vous avez des problèmes, quelle que soit la nature. J'ai l'habitude de dire aux gens que avant que toute chose, Dieu a déjà pourvu les solutions avant que les problèmes ou les circonstances ne viennent. Donc, ce monsieur, M. Sanogo, il est doté d'une connaissance extraordinaire quant à la maîtrise des plantes médicales, pour ne pas dire médicinales. Nous avons le 12, par exemple, le 12 d'abord, qui a la faculté de régénérer vos cellules, de nettoyer votre sang des débris, des impuretés, et en même temps qui vous guérit du cancer, et qui traite aussi la prostate, pour les hommes qui ont le problème de prostate. Et ensuite, vous avez, c'est pas tout, hein, et un certain nombre de médicaments, enfin, autant pour moi, un certain nombre de maladies. Mais le 14, lui, il traite ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies têtues, les maladies qui ne veulent pas aller, les maladies qui viennent s'accrocher pour dire on va aller ensemble dans la tombe. Lui, il vient pour leur dire hey, c'est pas pour toi, il faut laisser. Donc, le 14, il traite un grand nombre de pathologies et d'infections. Très souvent, je dis, quand vous combinez le 14 et le 12, c'est que, après Dieu, là, je ne sais pas si quelque chose, en tout cas, on laisse ça comme ça. Le 14 et le 12, combinés, c'est extraordinaire. Donc, quel que soit votre état de santé, prostate, cancer, infection MST, maladie sexuellement transmissible, infection vaginale, vous avez le glaucome, vous avez les fibromes, les kystes, les myomes, les trompes bouchées, quelle que soit la situation, vous nous contactez, vous nous appelez. Ces 16 produits, je le répète, souvent les gens disent, il faut nous parler de Damsa. Moi, je les regarde et puis je ris. Je dis, celui qui t'a donné le numéro là, il faut lui dire de retourner écouter Keïta. Le Damsa, c'est 16 produits. Deuxièmement, je vais terminer avec ce élément. En France, aujourd'hui, on a de sérieux problèmes pour les livraisons. Donc, on a trouvé une solution. En plus de DHL, on a trouvé une solution pour que vos produits puissent être livrés. Et souvent, les gens disent, ah, pourquoi telle personne m'a appelé? Parce qu'on a payé DHL. Je dis, mais est-ce que tu ne comprends pas? Quand nous on donne à DHL, pour nous aider par rapport à nos rapports de travail, DHL peut envoyer votre produit et puis vont retourner. C'est pas leur problème. Une fois que le produit est parti, puis ça s'est retourné là. Une fois que le produit est parti et puis la douane dit non, c'est terminé. Vous avez payé, ça dit que l'argent c'est fini. DHL ne fait pas de remboursement. Donc nous on a trouvé un autre mécanisme en plus de DHL. On travaille avec d'autres particuliers pour vous permettre d'avoir vos produits. Donc souvent le noir, quand tu veux l'aider, c'est là ils pensent que tu es idiot. Ils vont commencer, le petit français, ils ont appris au CPN, ils vont commencer à t'emmerder avec. Et nous, c'est pour vous aider. On n'est pas obligé de faire ça.
Nous, on peut enlever la France de notre registre. Vous dites ceux qui sont en France, on n'envoie pas de produits. Mais quand on veut vous aider, facilitez-nous la tâche. Donc, alors, pour nous, quand on veut aider, c'est ça. Quand on veut aider, c'est ça. Souvent, les gens disent, ah, mais je comprends pas. Ce que tu comprends pas, on veut t'aider. Donc, soyez indulgents. Le plus important, c'est de recevoir vos produits. Quand on vous dit que votre produit est arrivé, vous ne savez pas quelle acrobatie on a dû faire pour que vos produits puissent arriver. Tenez compte de tout ça. Voilà. Deuxièmement, il y a un certain nombre de pays où la douane vous demande, par exemple, d'expliquer c'est quoi. Mais vous nous avez approché par rapport à un besoin. Si la douane dit d'expliquer, mais expliquez à la douane pourquoi vous avez fait ça. Donc, les gens veulent que moi-même j'appelle la douane. Mais comment vous voulez que je fasse ça? Comment ça, humainement, vous avez un problème. Vous nous avez approché, vous avez dit voilà notre situation. Nous, on vous dit voilà ce qu'il va avec. Maintenant, la douane, on vous dit votre produit est arrivé, la douane vous demande pourquoi. Et expliquez-nous. Ah oui, vous allez avec vos documents médicaux, les mêmes documents que vous m'envoyez là. Pourquoi vous ne prenez pas les mêmes documents? Vous prenez les mêmes documents, vous allez à la douane. Voilà, voilà, voilà. Et c'est très simple. Maintenant, ce sont des plantes médicinales. Ce sont des plantes qui viennent, ce sont des feuilles, pardon, qui viennent d'Afrique. C'est sans ingrédients, c'est sans danger. Vous pouvez tester. Expliquez à la douane pourquoi vous avez demandé ça. Allez à la douane, expliquez-leur. Je ne peux pas, moi, parler à la douane à votre place. Vous avez manifesté un besoin, vous avez une situation, je vous propose un traitement. Maintenant, quand le traitement arrive à bon port et que la douane vous demande de vous expliquer, allez-y calmement, allez vers la douane. Vous n'êtes pas entendre, c'est pas trafic de drogue, c'est pas du vol, c'est pas de l'assassinat, c'est pas n'importe. Mais allez-y à expliquer à la douane que oui, effectivement, c'est par rapport à mon état de santé, voilà mes documents. J'ai demandé à mes parents de m'envoyer un traitement africain. Ça s'arrête là. Est-ce que les traitements chinois ne font pas le tour du monde? Donc les traitements africains aussi, c'est la même chose. Vous pouvez le faire. Keïta n'a pas besoin de parler à qui que ce soit à ce niveau. Je n'ai pas besoin d'intervenir à ce niveau. Je ne peux pas le faire. Sinon, vous allez me détruire parce que si je commence, je serai obligé de faire pour tout le monde. C'est une pression supplémentaire que je n'accepte pas de porter. Vous êtes malade, vous devez être capable d'expliquer à la douane la raison pour laquelle vous avez acheté ça. Et puis vous leur expliquez, c'est pour des soins. Ça s'arrête là, c'est tout. Vous leur montrez vos documents. Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez tous les papiers, il faut leur montrer les papiers, c'est tout. Alors, Keïta, c'est le 223, c'est négatif, 223, 72, 77, 47, 88, 223, 72, 77, 47, 88, c'est mon direct. Vous m'appelez, ou du moins c'est autant pour moi, n'appelez pas, laissez message, n'appelez pas, parce que regardez, on est en direct, là, les gens sont en train de m'appeler. C'est pas normal. Vous laissez le message, vous expliquez, moi je vous réponds, je vous donne des détails, c'est plus professionnel, c'est plus rapide, c'est plus cool. Donc, une fois de plus, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Vous laissez un message dans ma boîte WhatsApp par rapport aux besoins précis et je vous réponds sans faute. Maintenant, revenons au Sénégal. Deuxième partie de notre intervention du soir. La CEDEAO a appelé les hommes politiques sénégalais à aligner le calendrier des élections présidentielles sur les dispositions de la Constitution. C'est ce qu'indique un communiqué de l'organisation régionale publié dans le réseau social X, c'est-à-dire Twitter. La commission de la CEDEAO suit avec préoccupation la situation au Sénégal, indique le document. Elle appelle à s'abstenir de toute action ou déclaration contraire à la Constitution et rappelle à la population et aux hommes politiques leur responsabilité dans le maintien de la paix et de la stabilité. Les responsables politiques doivent, oui, dans les meilleurs délais, faire le nécessaire pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution. Donc le Sénégal demande à Macky Sall, je dis le Sénégal, la CEDEAO demande à Macky Sall
de respecter ses engagements. Mais la CEDEAO a échoué. Il y a un calendrier électoral. Et la CEDEAO dit dans sa disposition, je l'ai dit hier, dans sa disposition, la CEDEAO est claire. Je répète, la CEDEAO est claire. Aucun changement de la Constitution relatif au code électoral n'est autorisé, n'est acceptable dans la zone CEDEAO à 6 mois des élections. Donc la CEDEAO dit que la CEDEAO refuse tout changement du calendrier électoral à 6 mois des élections. Macky Sall, ce n'est même pas 6 mois, hein. C'est à 1 jour de la campagne, même pas 1 jour, à quelques heures de la campagne, Macky Sall décide d'annuler les élections. Écoutez très bien, c'est pourquoi le Premier ministre, il n'a pas été tendre avec Macky Sall. Il dit, il n'a pas été tendre, il dit, Macky Sall n'a pas reporté les élections. Macky Sall a purement et simplement annulé les élections. Donc, annuler et reporter, c'est différent. Vous pouvez annuler sans un délai, sans une date. Mais quand vous reportez, vous êtes dans l'obligation de donner une nouvelle date. Alors, quand Macky Sall annule, Macky Sall dit à ses députés, à ses idiots de députés, attendez, avant d'aller là-bas même là, attendez, il y a un élément important que je dois vous montrer. Il y a un élément important que vous devez voir. Attendez, c'est ici. Oh là là, toi tu me fatigues toi là. Voilà, c'est ici. Permettez-moi. Voilà, je vais vous montrer ceci. Voilà, vous allez regarder ça avec moi, hein. On va écouter ça. Macky Sall ordonne à la gendarmerie d'envahir l'Assemblée nationale sénégalaise pour chasser les députés de l'opposition. Jamais on n'a vu pareille scène depuis les indépendances, même en Corée du Nord qu'on a l'habitude de moquer par ignorance. Pourtant Macky Sall, le bon petit d'Alassane Ouattara, a osé l'impensable. Regardez bien. Regardez. 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 C'est ça là. Regardez, hein. Regardez. Regardez, hein. Cette scène de soldats se saisissant des femmes députées pour les éjecter de l'hémicycle m'a profondément choqué et dégoûté. L'état de droit est mort au Sénégal. C'est le deuil. Que jamais plus l'on ne me parle de la CEDEAO. Le problème que j'ai aujourd'hui, chers collègues, je voudrais d'abord dire à l'endroit du président de la commission des lois, mon cher ami Moussa, que d'abord je pense qu'il est au courant que la loi lui permet tout de même d'exiger du gouvernement qu'on mette à sa disposition le décret, le fameux décret qui nous réunit aujourd'hui. Et je pense que monsieur le président de la commission des lois se doit déjà d'exercer ce droit, mon cher ami.
vous devez exiger du gouvernement, pour le nom et le compte de l'Assemblée nationale, qu'on mette à votre disposition le décret signé du président Macky Sall et contre-signé du Premier ministre Amadou Ba, qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, est encore le Premier ministre du Sénégal. Voilà la réalité. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Moi, il y a des années de cela, j'avais reçu une révélation. Je peux pas dire trop j'aime pas trop l'expression révélation, mais j'avais vu Macky Sall mort, lui et sa femme, et puis des soldats sénégalais, lui et sa femme, ils sont couchés là. Et puis les soldats sont arrêtés au-dessus d'eux. C'est une scène indescriptible. C'était horrible à regarder. Comment Macky Sall était couché, comment il a été liquidé, lui et sa femme, comment ils ont été tués. Ça remonte à des années en arrière. Je m'étais posé la question, pourquoi une telle image? Je n'avais pas compris. Je suis resté, je me posais la question, pourquoi une telle image? L'image de Macky Sall étendu, nu, sa femme à côté de lui, les deux étendus dans un camion remorque. Et puis ils sont morts quoi, en fait. Ils étaient tous les deux morts. Et puis les soldats étaient arrêtés. Pardon, faut partir. Faut dire à ta maman de t'aider. Prends ta partie. Faut pas faire tomber mon truc là. Et dessus. Il donne-moi là. Prends ta partie. Il n'y a pas de crayon. Ok, faut partir. Alors donc, faut aller à ça. Oui, j'ai besoin de ça. Alors donc, quand vous regardez, et moi, pour revenir à l'image, j'ai vu l'image d'un homme, mais je ne savais pas trop pourquoi. Je crois que c'était, il y avait lui, Safroula, j'avais dit Ibeka, la première fois Safroula, qu'il me pardonne, c'était le président ATT. Il y avait lui, et puis il y avait le président ATT, et puis Alassane Ouattara. C'est les trois que j'avais vus à l'époque, en image. Le président ATT, il est mort. Mais Macky Sall, des trois présidents, il est celui qui a subi les tortures avant sa mort. Mais sur son corps, tu pouvais voir, les traces de violence. C'est maintenant que je commence à comprendre qui il est réellement, Macky Sall. C'est comme Alassane Ouattara quand il venait au pouvoir. C'est Alassane Ouattara quand il venait au pouvoir. Quand Alassane Ouattara venait au pouvoir, il a manipulé les Ivoiriens. Il a menti aux Ivoiriens. Il a trahi les Ivoiriens. Et quand il est venu au pouvoir, celui qui a dit « Donnez-moi 5 ans », aujourd'hui, quand vous le regardez, il croit qu'il est le tout-puissant Dieu. Il ne va pas mourir. Ce beau pays, ce que j'ai fait, vous savez combien de temps j'ai vu. Bon, vous regardez, vous posez la question, comment ces deux hommes-là se sont joués de leur peuple par la perfidie, la ruse pour accéder au pouvoir et ensuite dévoiler leur véritable visage. C'est ça la réalité. Quand vous regardez ça, la CEDEAO dit, mais ce qui me fait mal, pourquoi dans le communiqué de la CEDEAO, ils ne rappellent pas leurs dispositions, c'est-à-dire l'article 2 de la disposition qu'on appelle du protocole additionnel de la CEDEAO. L'article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Pourquoi la CEDEAO n'évoque pas cet article qui a été purement et simplement violé par Macky Sall? Au lieu de dire
calendrier électoral. Pourquoi la CEDEAO joue au chat et à la souris avec le peuple sénégalais? Pourquoi la CEDEAO ne rappelle pas les dispositions du protocole additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO, notamment à son article 2, qui interdit toute modification constitutionnelle à 6 mois des élections? Pourquoi la CEDEAO n'évoque pas cette disposition qui est visiblement violée par Macky Sall? Et voilà ce que la CEDEAO dit ici. Les visages étaient graves ce jeudi matin à Abuja, au Nigeria, pour ce sommet urgent de la CEDEAO. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres doivent se concerter après la demande de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Un coup dur pour une institution chargée de travailler à l'union des pays de l'Afrique de l'Ouest. La décision hâtive de se retirer de la CEDEAO ne prend pas en compte les conditions de ce retrait telles que prévues dans le traité révisé de 1993. Je vais répondre ici à cet idiot de, comment on l'appelle, président de la commission, là, ce idiot de Nigérien. C'est un idiot vraiment. C'est quelqu'un qui vous regarde, il tire sur vous. Il a tiré sur vous, il vous a blessé, il vous a pas tué. Maintenant, vous le regardez, vous dites merci. Vous prenez votre voiture, vous dites, entre nous, là, c'est bon, plus de relations, on arrête tout. Et puis vous dites, ah non, 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 on est dans une relation, avant de partir, c'est pas comme ça. Tu dis, mais attention là, est-ce que la relation dans laquelle on était, est-ce qu'il y a un article, est-ce qu'il y a une disposition qui dit que tu devais tirer sur moi? Voilà un idiot, vous tirez sur les gens, vous blessez les gens, vous heurtez les gens, vous fragilisez les gens, vous les soumettez à un régime de sanctions nulle part dans les textes de la CEDEAO et vous dites c'est une décision hâtive. En quoi est-ce que c'est une décision hâtive? En quoi? Vous les avez poussés. C'est-à-dire les gens pensaient qu'on n'était pas en mesure de nous assumer. Les gens croyaient qu'on n'était pas en mesure de dire non. Les gens croyaient que la CEDEAO est cette machine qui peut broyer et personne ne peut sortir. Oui, avec des présidents idiots tels que Ouattara et Macky Sall, vous pouvez rester. Mais nous avons pris notre destin en main, on dit non, c'est terminé. Avant de nous dire, c'est le même idiot qui dit il fallait mettre en place, comment on appelle ça, enfin, il faut intervenir au Niger, en un mot. C'est le même idiot là qui disait qu'il faut intervenir au Niger. On menace le Niger. On donne garant au Niger. Si dans telle période, vous ne faites pas, on va intervenir. Maintenant, les gens disent on n'est plus dedans. Vous pouvez faire, et puis disent c'est pas compliqué. Et revenons au Sénégal. Revenons au Sénégal. C'est humiliant. C'est décevant. Comment le Sénégal peut arriver à un tel niveau? Comment le Sénégal, la gendarmerie, c'est pourquoi je vous ai dit hier, je crois, la police, on ne la voit pas trop. Je crois que le patron de la gendarmerie doit avoir une relation avec la femme de Macky Sall. Soit ils sont parentés, soit il y a une relation particulière entre cette femme et le patron de la gendarmerie. Parce que pour le moment, c'est la gendarmerie qui travaille pour Macky Sall. La police est là où, je ne sais pas. Les soldats sénégalais avaient leur gueule puante, là, ceux qui ont dit n'importe quoi au Mali ici, là. Voilà, on est en train de tuer vos propres frères. On est en train de violer la démocratie au Sénégal. Vous êtes où? Vous, les Sénégalais qui étaient prêts à intervenir au Niger. Vous qui nous avez provoqués au Mali, et vous qui avez dit que vous êtes prêts à intervenir au Niger. Voilà votre président maintenant. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Est-ce que c'est ça? Mais pour bien comprendre ce qui se joue aussi, je vais vous amener à écouter quelque chose. Chris Chapuis, il a dit, Macky Sall a payé la gendarmerie, non? Moi, je vais vous amener ici. Je vais vous amener à écouter ceci. Je vais vous amener à écouter ceci.
On va écouter ceci rapidement. Partagez, je vous en prie. Bonjour et bienvenue à Dakar, bienvenue pour une interview France 24 et Radio France Internationale avec le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Marc, bonjour Charlotte. Donc avec moi pour vous interviewer, Charlotte Drac de RFI. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Charlotte. Monsieur le Président, vous vous apprêtez à prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Lors du forum sur la paix et la sécurité qui vient de se tenir ici à Dakar, le président de la Commission de l'Union africaine a eu des mots sombres. Il a affirmé que l'heure est grave, très grave, que jamais l'Afrique n'a été tant menacée, que ce soit par le terrorisme, que ce soit par la déstabilisation, que ce soit par le recul de la démocratie. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes ? Hélas, je partage ces inquiétudes. Écoutez bien. Le tableau, en effet, est sombre, bien que je reste optimiste pour l'avenir. Mais il était important d'attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe présentement sur notre continent. Au plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, le continent aujourd'hui est métastasé par des fronts ouverts, d'abord dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad, avec Boko Haram, dans la Corne de l'Afrique, en Centrafrique et même au Mozambique. Et plus grave, aujourd'hui, la lutte du Sahel est en train d'atteindre la côte océanique. Alors, si l'on considère donc les conflits intérieurs, les coups d'État, en Afrique de l'Ouest, nous avons 2 pays qui ont été frappés, le Mali, la Guinée. En plus, ce qui se passe au Soudan, la crise qui est venue, la crise en Éthiopie, on voit qu'il y a un tableau quand même assez préoccupant. Monsieur le Président, vous l'évoquiez, la menace djihadiste est aux portes du Sénégal. Est-ce que vous craignez que votre pays soit la prochaine cible? Vous savez, mon pays, comme tous les autres pays, sont des cibles. Peut-être qu'ils n'ont pas encore opéré sur notre territoire. Jusqu'à quand, je ne le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce projet de terrorisme est un projet qui veut s'attaquer au monde libre, à la démocratie, à la liberté. Écoutons, hein. Tant qu'ils pourront avoir de l'influence, ils essaieront. Ils sont plus loin à notre frontière, mais nous sommes préparés à faire face, quoique que cela puisse nous coûter. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'infiltration à la frontière avec le Mali, voire des tentatives de... Ici, il dit nous sommes préparés. Rappelez-vous son conseiller, qui est le directeur de publication du Figaro. Il dit qu'il ne peut pas partir du pouvoir pour la simple bonne raison que les terroristes sont à la porte. C'est le même Macky Sall qui a dit ça. Vous pouvez retrouver ce vocal-là, le vocal de son conseiller qui est encore disponible sur les réseaux. C'est le même Macky Sall qui dit le Sénégal est prêt. C'est le même Macky Sall qui parle de coup d'État. C'est le même Macky Sall qui parle de déstabilisation. Et ce qui est en train de se passer en ce moment au Sénégal, comment est-ce qu'il appelle ça? Comment il conçoit ça? Comment il qualifie cela? Voilà la réalité. Macky Sall est un menteur. Macky Sall est une menace. Il faut tout de suite arrêter l'hémorragie. Il appartient aux Sénégalais. Quand vous entendez, et ces journalistes, moi, ces gens, c'est avec la gueule puante là. Moi, quand je dis toujours puante, vous croyez que je m'amuse? D'accord? Ceux qui sont en Occident là. Parlez le blanc, ou bien approchez votre nez. Vous allez avoir mot de tête. Odeur que ça a dégagé là, ça va donner mot de tête. Et c'est eux là qui disent pardon, qui connaissent tout mieux que nous. C'est eux qui pensent que s'habiller comme ça, parler comme ça. Et moi Macky Sall aujourd'hui, je le dis, Macky Sall, c'est la honte. L'image qu'on a vue, si c'était dans un autre pays, vous allez avoir ce vieux inconscient de président ivoirien, ce criminel Ouattara,
vous allez voir sa gueule. Brrr. Il a été le premier. Aujourd'hui, les présidents ne sont pas allés à Abuja. Ce sont les ministres des Affaires étrangères. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les présidents ont été humiliés. Macky Sall a humilié tous les présidents. Et c'est pas fini. Je reviens, j'ai dit, il y a tellement de bonnes choses. Je voulais décortiquer un élément que mes amis d'Afrique Média m'avaient donné. Mais je vais vous amener à un niveau, je vous en prie, permettez-moi une seconde. Voilà ça ici. Je voudrais décortiquer ça avec vous. Le président béninois Patrice Talon, écoutez très bien, a publiquement condamné, lors d'une conférence de presse ce jeudi, 8 février 2024, les sanctions prises par la CEDEAO contre les pays dirigés par les militaires. Les sanctions ne sont pas faites pour durer éternellement. Nous sommes les premiers à souhaiter la fin des sanctions. Si elles doivent aboutir à la division des peuples, il faut tout laisser tomber. Faire la paix entre les organes pour préserver la paix entre les peuples. Ça, c'est Patrick Talon. Le même Talon qui avait déployé autant pour moi des militaires à la frontière béninoise avec le Niger. Aujourd'hui, quand je vous dis que les premiers à souffrir, ce n'est pas nous. Contrairement aux mensonges, aux narratifs mensongers distillés sur les plateaux de télévision occidentales, je vous en prie, faites beaucoup attention. Voilà la réalité. On a fait croire que le Mali est en train de disparaître. Mais attention, moi je vis au Mali. Je donne l'argent des popotes. Je paye la scolarité de mes enfants. Je soutiens même des parents en dehors du Mali, en Côte d'Ivoire. Alors, quand on veut nous faire croire, contrairement à la Côte d'Ivoire, je vous jure au nom de Dieu, le Mali est 1000 fois mieux que la Côte d'Ivoire qui n'a aucune sanction. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Allez-y écouter cette dame Plucherie Gallet, qu'elle parle de la vie en Côte d'Ivoire. Allez-y écoutez. Ne vous laissez pas berner parce que on veut vous faire croire. La réalité est là-bas, puisque je soutiens des familles là-bas. Je sais ce qu'on me dit. Les gens nous disent, c'est mieux pour vous ici, mais là-bas c'est la merde. Patrice Talon, il a vu rouge. Son port est devenu vide. Ses caisses sont vides. Les caisses de l'État ivoirien sont vides. Les caisses béninoises sont vides. Les caisses sénégalaises sont vides. Nous avons arrêté d'aller dans leur port. C'est pourquoi je vais une fois de plus lancer un appel à notre président d'accélérer l'ouverture du canal pour que des bateaux moyens ou petits puissent entrer dans le port du Mali et que le Mali soit la porte du Liptako gourmand vers le monde sur la mer. Donc c'est pas, ils ont fermé leurs frontières. Donc, qui souffre? Et pourquoi ils veulent la lever? Le Bénin qui avait fermé sa frontière avec le Niger, le Bénin a levé la suspension. Le Bénin nous invite pour aller au port. Non, dit on ne va pas. On n'est pas encore prêt à retourner au Bénin. Et on ne va pas retourner au Bénin. C'est pourquoi nous allons demander au président de l'AES, les 3 présidents qui doivent se rencontrer, je crois, c'est ce mois-ci, si je ne me trompe pas. Les 3 présidents doivent se rencontrer pour donc les différentes commissions techniques sont en train de travailler sur des grands axes prioritaires qui ont été donnés. Ça, c'est une information capitale que je vous donne. C'est pas une révélation, c'est une information capitale. Les 3 présidents doivent se rencontrer, ou je ne sais pas encore, mais on a donné le temps aux différents départements techniques par rapport aux orientations qui ont été données par les 3 chefs d'État. Donc, eux, on attend, quand ils vont finir de travailler sur les éléments techniques, ils vont les présenter au président, et ensuite une date, ce sera certainement entre ce mois et le mois prochain, les 3 présidents vont se rencontrer, et puis de là, le déclencheur, ça va partir.
Donc forcément, on aura un canal, le Mali, il y aura un canal qui sera ouvert, n'est-ce pas, pour permettre aux moyens et petits bateaux d'entrer au Mali. Donc on sera désenclavé par rapport au canal. Tout ça, c'est une des raisons que la France ne veut pas. Parce que Bolloré a suffisamment investi et en Guinée, et en Côte d'Ivoire, et au Sénégal, et au Bénin. Donc, si nous, on coupe, et Bolloré, la France a oublié, quand la France pistonnait, la France a oublié que Bolloré, qui soutient l'économie française, mais qui est perdant dans tout ça? C'est Bolloré. Mais là, quand nous, on va ouvrir notre canal, et que les produits qui vont venir par notre canal, et d'ailleurs pas tous les produits, seulement ceux qu'on ne peut pas produire chez nous ici, hein, parce que le Mali va développer le bassin comment on appelle ça, du Niger, là. Le Mali va développer pour que le bassin soit le grenier de l'AES, pourquoi pas des autres pays. Donc, le Burkina, le Mali, on est en train de travailler sur des intrants pour faire en sorte qu'on n'aura plus à importer ni le riz, ni le sucre, qui sont des denrées vraiment, je peux dire, qui sont des trucs géoéconomiques, c'est stratégique. Donc, si on ne contrôle pas le sucre, le riz, l'huile, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, le Mali, le Burkina peut faire les pays, mais le Mali, par exemple, doit développer des grandes surfaces de production de canne à sucre, de riz, de blé, parce que le Burkina le fait aussi. Donc, pour faciliter la transformation, et nous-mêmes, on aura notre farine ici, et puis on ira de l'avant. Alors, quand vous regardez le président béninois qui dit que il ne faudrait pas que les sanctions servent à diviser, mais attention, qui a encouragé, qui a soutenu? C'est lui. Et Alassane Ouattara, en ce moment, il se pose la question, mais que fait Patrice Talon? Et le Sénégal aujourd'hui. Donc, à cause des conneries de Macky, c'est un cafouillage total, mais nous, on reste lucide. On reste avec l'esprit clair parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait où on va. Il appartient au peuple sénégalais de dire trop, c'est trop. Macky Sall a fait ce truc-là, c'était juste avant sa prise de fonction pour être président de l'Union africaine. Et voilà ce que le même Macky Sall fait dans son propre pays. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Je peux dire tout de Alassane Ouattara, mais jamais il a envoyé la gendarmerie, même s'il a fait avec Laurent Gbagbo et le président Bédié, paix à son âme. Il n'a jamais fait ça à l'Assemblée nationale. Je peux dire que c'est un fou, s'il est tout. Mais, c'est que tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais ne mens pas sur lui. Ouattara n'a jamais fait ça. Comment on peut expliquer cette attitude de Macky Sall? Ils ont fait sortir l'opposition, les députés de la mouvance présidentielle, la gendarmerie les protège, et puis ils votent une loi qui est contraire. Donc, Macky Sall a fait un choix. Il a décidé d'écarter volontairement une partie du peuple. Les députés qui ont été mis dehors, normalement, ces députés-là doivent protester. Ils doivent saisir la Cour. Parce que le problème, c'est quoi? S'ils veulent saisir la Cour constitutionnelle, ils vont dire, mais attendez, la Cour constitutionnelle elle-même, elle est sous investigation. Donc maintenant, qui ils doivent... Bon, s'ils ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle, qu'ils saisissent la Cour de justice de la CEDEAO par rapport à cette forfaiture. Que les partis politiques se mettent ensemble pour porter plainte, soit à la Cour de justice de la CEDEAO, soit à la Cour de justice des droits de l'homme de l'Union, soit à la Cour de justice de l'Union africaine, soit à la Cour de justice de la CEDEAO, soit, je ne sais pas, au Sénégal, à part la Cour constitutionnelle qui elle-même est sous enquête, elle-même qui est indexée de corruption, est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui un travail? Elle-même, elle est paralysée par rapport à cette situation. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est lui qui a la grande gueule pour parler de démocratie. Et ça,
C'est cette démocratie qu'on veut nous imposer. C'est cette démocratie de marmailleurs, de corrompus, de vendus. C'est cette démocratie qu'on veut nous demander d'appliquer dans nos États. Pourquoi? On a beaucoup de choses à se dire. Inch'Allah, demain est un autre jour. On va se retrouver demain avec l'aide de Dieu, Inch'Allah.